Observez les souffrances des gens qui sont à l'Est. Écoutez les souffrances des anglophones des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez même les souffrances des gens qui sont dans le Sud et dans le Centre. Il ne sera pas difficile à ce moment-là de comprendre que pour les gens du littoral ou de l'Ouest qui auraient des frustrations, ils réaliseraient assez facilement que d'autres Camerounais souffrent bien plus qu'eux, souffrent davantage qu'eux. Et que si je veux apporter une réponse vraiment appropriée, adéquate aux souffrances des populations, je ne peux pas aborder la question de la souffrance à partir d'un particularisme communautaire. Je vous dirais même que le danger d'ethniciser, n'est-ce pas, une frustration, c'est de glisser tranquillement vers l'ethnofascisme. Lorsque vous êtes en train de glisser vers l'ethnofascisme, en fait, vous n'êtes plus loin du fanatisme. Et si vous savez ce que le fanatisme contient, c'est-à-dire que les fanatiques en politique, c'est comme des intégristes en religion. En fait, ils deviennent intolérants. Ils vous assènent des vérités révélées, n'est-ce pas, mais qu'ils ne peuvent pas démontrer. Et ils vous font la guerre dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, n'est-ce pas, ils vous font la guerre, juste parce qu'eux, ils croient détenir des vérités qui sont révélées. Et ça, bien entendu, vous ne pouvez pas faire une société en même temps que vous appelez société ouverte, société progressiste, n'est-ce pas, et avoir ce genre d'attitude, c'est-à-dire de particularisme. Bien souvent même, il y a des gens qui peuvent vous dire que je vis des frustrations. Quand vous regardez du point de vue de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'aisance matérielle, eau, électricité, ainsi de suite, par rapport aux souffrances des autres, mais vous vous rendez compte que ça devient une vue de l'esprit pratiquement. Ça devient un roman qu'on se raconte. Ça n'a rien à voir avec la réalité, mais il peut vous fabriquer un imaginaire de souffrance, un imaginaire de persécution, et que cet imaginaire de persécution, il veut en faire un fonds de commerce collectif. Et les entrepreneurs politiques sont souvent assez malins par rapport à ça. Ils fabriquent un imaginaire qui ne les concerne pas eux-mêmes, mais ils savent que cet imaginaire, c'est-à-dire ce roman, est facilement vendable à leur population ou à leur communauté. Et finalement, ils en font un fonds de commerce. C'est pour ça que, vous savez ce qui s'est passé avec Hitler, le nazisme. Dans le nazisme. Il faut être très attentif à ce genre de choses. Ensuite, le deuxième aspect de votre question, c'est le conservatisme féodal et religieux. Ouais. Alors, lui, il est en lien direct avec les forces du changement et les forces progressistes. Qu'est-ce qui définit le mouvement progressiste de par l'histoire? C'est jusqu'à ce qu'on ait ce mouvement des Lumières. Ceux qui vous assénaient les vérités, c'était soit l'autorité religieuse, soit l'autorité féodale. C'est eux qui vous disaient, si la Lune tourne autour, si la Terre tourne autour du Soleil, il y a même certains dans l'Église catholique qui disaient que la Terre était plate. Et il fallait que vous connaissez l'histoire de Galiléo, n'est-ce pas, en 1633, qui est condamné, qui est envoyé au péché, simplement parce qu'il dit que la Terre tourne autour du Soleil. Mais vous avez voyé que ça, c'est l'autorité religieuse qui veut donner une vérité, n'est-ce pas, à l'univers, à la manière dont nous... Or, le progressiste, il compte sur quoi? Il compte sur la science et la technologie. C'est la technologie qui doit lui donner la vérité de comment marchent les choses. Parce qu'après tout, nous sommes aujourd'hui en train d'utiliser des instruments modernes. Le smartphone, le téléphone lui-même, l'électricité plutôt, les routes qui sont construites avec des techniques, n'est-ce pas, de génie civil et ainsi de suite. Tout ça, c'est le fruit de la science et de la technologie. La découverte des vaccins et ainsi de suite, tout ça, c'est le fruit de la science et de la technologie. Donc, les forces progressistes, ce sont des forces qui sont ouvertes à la science et à la technologie. Ce sont des forces qui sont tolérantes et ce sont des forces qui ne figent pas le monde dans le village. Ce sont des forces qui ne figent pas le monde dans le village. Le monde n'est pas une finitude, le monde n'est pas fini. Le monde continue d'évoluer et sont ouvertes. Et elles sont ouvertes aux autres,
n'est-ce pas? Et font une véritable symphonie de tout ce qu'il peut y avoir comme force de changement. Comprenez? Et c'est la science qui doit les guider. Vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, quand on parle de Covid, ensuite, vous entendez très souvent les Biden parler nous sommes à l'écoute de ce que va nous dire la science, de ce que va nous dire la science et la technologie. C'est ce que je souhaite, que cela soit ici, mais pas ce que, n'est-ce pas, le conservatisme religieux. Je viens de vous donner le cas de Galiléo, je peux vous donner le cas de Copernic, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Il y a quelques années, on croyait que l'univers avait une seule galaxie, la galaxie solaire. Mais aujourd'hui, vous voyez que les lunettes, les télescopes ont pu permettre de voir que le monde a des milliards et des milliards de galaxies. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on évolue. Vous voyez bien qu'on avait une méconnaissance des planètes comme Mars et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a pu poser un engin sur Mars, le rover, et qui va nous dire exactement Perseverance, et qui va observer, n'est-ce pas, le Mars. Est-ce que c'est fini? Ça ne peut pas être fini. Il faut que ça continue. Regardez où, en 1492, avant que les explorations ne commencent et tout, ce que chaque continent avait de connaissances par rapport à notre continent, très peu. Très limité. Très limité. Et les instruments, les avions, les bateaux, ainsi de suite, ont pu permettre que ça continue. Et si vous voyez entre les connaissances du monde qu'il y avait au XVe siècle et celles qu'on a aujourd'hui, c'est simplement énorme. Mais il a fallu que, quelque part, la science y passe. Vous vous souviendrez que dans le cas, par exemple, de la peste, au XIIIe siècle, XIVe siècle, en Angleterre, il y avait ce qu'on appelait la Black Death, la peste noire. Cette peste noire, mais les prêtres, l'Église catholique demandait aux gens de se rassembler dans les églises pour prier, parce que c'était une malédiction de Dieu. Je vous parle là de ce qui s'est passé il y a 5 siècles, il y a 5-6 siècles. Regardez l'attitude de l'Église catholique à ce moment-là. L'ignorance a fait en sorte qu'ils disaient que c'était la malédiction de Dieu. That was God's curse. Aujourd'hui, que fait la même Église catholique, illuminée par la science? Elle demande, non, les gens ne peuvent plus aller s'agglutiner dans les églises. À la place Saint-Pierre, on interdit que les gens s'agglutinent parce que la science a éclairé même les églises. C'est pour ça que nous constituons comme des forces de changement, comme des forces progressistes, on ne peut pas s'amuser à être intolérant. Non. Être intolérant à partir de quoi? On ne peut pas s'amuser à être intolérant. On ne peut pas s'amuser à ne pas être ouvert à la science et à la technologie. On ne peut pas se soumettre au conservatisme féodal. Je ne sais pas, je peux me soumettre à la connaissance de ce que mon grand-père connaissait ou savait, ou mon arrière-grand-père, sans tester ça par la science et la technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. En disant simplement que non, c'est ça qu'ils ont dit, c'est une vérité révélée. Ou bien alors c'est ça que l'Église dit, c'est une vérité révélée. Et à partir de cette vérité révélée, je commence à faire la guerre aux uns et aux autres. S'agissant de la soudure intergénérationnelle, la soudure intergénérationnelle est très simple. C'est que quand vous regardez même le progrès scientifique, lui s'est fait à partir de ce que les pasteurs font, à partir de ce que Edison fait au niveau de l'électricité, à partir de ce que James Watt fait au niveau de la machine à vapeur. Mais si vous regardez sur la machine à vapeur de James Watt, par rapport, n'est-ce pas, au moteur à combustion aujourd'hui, n'est-ce pas, vous allez voir une grosse différence. Il y a une évolution. C'est-à-dire que le progrès scientifique se bâtit sur la base de ce que les générations précédentes ont fait. Aujourd'hui, on parle de la machine électrique, du moteur électrique. Ça se bâtit au niveau de ce que les autres générations ont fait. Souvent, je vous ai dit en discutant un jour avec Hippolyte, Hippolyte m'a envoyé un texte où il parlait de l'Afrique et ses propositions qu'il avait, c'est Hippolyte Jonquep, des propositions qu'il avait par rapport à ce que l'Afrique pouvait faire aujourd'hui pour stimuler, par exemple, le commerce au niveau de l'Afrique, l'intégration régionale, et ainsi de suite. Il m'a soumis son texte. J'ai dit que tes observations sont pertinentes. La seule chose que je lui ai fait observer, c'est que c'est extraordinaire. Parce que c'est exactement ce que tu écris là que j'écrivais il y a 30 ans. Il y a 30 ans. C'est-à-dire, il y a 30 ans, je faisais sur les mêmes questions, les mêmes observations que Hippolyte. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire, des observations sur les contraintes à l'intégration régionale, et je proposais des solutions. En réalité, qu'aurait fait la soudure intergénérationnelle? Si Hippolyte avait lu mon texte, il aurait vu que j'ai fait le même texte, les mêmes constats que lui. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. J'ai fait le même diagnostic, j'ai proposé des solutions. Et sa question, son étude, n'aurait plus été à ce niveau. Son étude aurait démarré, mais
pourquoi les solutions que tu as proposées à ce moment-là n'ont pas marché. Et là, on fait une évolution. Et ce n'est pas simplement Hippolyte, Emmanuel, je lui ai fait la remarque, j'ai dit, ben, tu sais, moi j'ai souvent l'impression que chez nous, on tourne au même niveau. On tourne au même niveau, c'est-à-dire, c'est un perpétuel recommencement. Vous écrivez les choses que nous avons écrites il y a 40 ans, il y a 30 ans, et ainsi de suite. Alors que, si nous pouvions être ensemble et discuter de cela, n'est-ce pas, on verrait que ces choses ont été faites. On poserait plutôt la question, mais pourquoi le diagnostic a été fait? Pourquoi les solutions ont été recommandées? Pourquoi elles n'ont pas été mises en place? Et là, vous voyez que Hippolyte, ou Emmanuel, ou toi-même, vous seriez en train de répondre à pourquoi on examinerait, pourquoi ces solutions n'ont pas été mises en place. On évoluerait. Il y aurait même des innovations à ce moment-là. Il y aurait même des innovations, parce que ce n'est pas les innovations qu'on évolue. C'est la nécessité pour moi d'insister, quand je vous dis souvent que non, il faut que les jeunes gens et nous, on se retrouve pour qu'on partage nos expériences, pour qu'on ne parte pas juste comme ça, n'est-ce pas? En échangeant, ils verraient ce qu'on a pu faire, ils bâtiraient à partir de là, et c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est l'intérêt de ces échanges. Au lieu juste de faire la politique comme si c'est nous qui commençons aujourd'hui, c'est nous qui commençons aujourd'hui, c'est pas bon. Moi, j'ai vu des débats entre des militants du MRC, les militants du RDPC, du SDF à la télévision. Ce qui m'a choqué souvent, c'est que quand le militant du MRC parle de marche qu'ils ont faite, celui du SDF dit simplement que nous avons fait ça avant vous. On n'avait rien inventé. Oui, rien inventé. Et celui du RDPC répond seulement, et ça a donné quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Le débat est réduit à ça. Quand vous les prenez ensemble, je pense qu'ils sont d'accord, quand ils se trois, hors de la partisanerie politique, de reconnaître que les routes ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas... toutes ces questions, on ne se soigne pas, la crise sanitaire est là, on n'arrive pas à se soigner. Je pense que ces sujets-là les rassemblerait, c'est-à-dire les questions économiques et les questions sociales les rassemblerait. Et à ce moment-là, il commencera à réfléchir à la manière d'y apporter des réponses. Eh bien oui, lorsqu'on a un consensus sur la manière d'y apporter des réponses, lorsqu'on se dit qu'on importe encore aujourd'hui pour près de 700 milliards de francs CFA de denrées alimentaires, on se poserait la question de pourquoi ne pas valoriser les ressources agricoles, pastorales et halieutiques locales, n'est-ce pas? On se posera la question de ne peut-on pas avoir de meilleures politiques fiscales, ne peut-on pas avoir de meilleures politiques de crédit pour soutenir les entrepreneurs, les grands, les petits, les moyennes, les toutes petites entreprises? Comment faire en sorte que les beskineurs puissent fonctionner mieux? Parce que c'est la jeunesse. Quand vous avez un pays où 80% de la population a moins de 30 ans, c'est une énergie extraordinaire. Ce n'est pas les gens de 70 ans, 80 ans qui vont changer, ce sont ces gens. Et là, vous êtes préoccupés, quels que soient vos partis, n'est-ce pas, politiques, à faire en sorte que cette jeunesse puisse vraiment s'exprimer. Vous êtes préoccupés par des questions de soutien aux jeunes entrepreneurs, n'est-ce pas, aux jeunes entrepreneurs agricoles de toute nature, aux réformes agraires que vous pouvez mettre en place pour elles, pour qu'ils aient des terres, à l'encadrement que vous pouvez leur fournir, au financement que vous pouvez leur fournir. Vous devez pouvoir débattre de la gestion des entreprises publiques. Tout à fait. Mais là, on se tire la balle entre les pattes. Mais vous avez des gens qui sont au sein des entreprises depuis 40 ans, gèrent ces entreprises depuis 30 ans, depuis 18 ans, PCA depuis 33 ans, depuis 40 ans. En violation des dispositions réglementaires. En violation de toute la réglementation, parce que même s'il n'y avait pas une réglementation, je peux vous dire que comment quelqu'un peut passer 15 ans, 20 ans ou 30 ans au sein d'une société, il ne se renouvelle plus. Au bout de 10 ans, il ne se renouvelle plus. Vous comprenez ce que je veux dire tout naturellement. Ces questions devraient nous préoccuper. On passe à côté de ces questions, on se tire la balle au pied. Donc en réalité, on passe à côté de nos problèmes. Parce qu'on fait la politique. Ce n'est pas la politique qu'on fait à ce moment. C'est des questions d'ego qui prennent le dessus sur tout et on se tire la balle au pied. Nous devrions être préoccupés par la question d'état de droit, les questions d'état de droit, les questions de justice, les questions de libertés individuelles. Vous voyez, les droits et les libertés individuelles. Les gens sont emprisonnés, on n'en parle pas. Les conditions carcérales, on n'en parle pas. Mais on se tire la balle au pied. Oui, tel est traître, oui, tel est, je ne sais pas, vendu, oui, tel est machin, et ainsi de suite. Mais ça n'a pas de sens. Je vous parle de problèmes réels. Donc, on ne résout pas de problème réel. On est en train de traiter les gens de traître, de vendus, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas. Mais j'aimerais, moi, une société où nous puissions nous asseoir
surtout avec les jeunes, parce que c'est en cette soudure intergénérationnelle, et poser ces problèmes. C'est ça, ça a été ça ma vie, ça a été ça le sens de ma vie, de toujours, face à des problèmes de société, d'essayer d'y apporter une réponse. C'est le plus important. Et c'est l'intérêt pour moi de rester tout le temps avec les jeunes, n'est-ce pas? Demain, si nous ne sommes pas là, la chose qu'il y a, c'est qu'au moins, lorsque nous avons échangé, vous saurez exactement comment immédiatement prendre le relais et faire apporter des solutions. Je vous rappelle que Macron a été rapporteur de la commission sur la croissance qui avait été créée par Sarkozy, n'est-ce pas, en 2007, je crois, et présidée par Jacques Attali. Macron était le rapporteur général adjoint de cette commission. Il avait 29 ans. Macron, comme rapporteur général de cette commission, 29 ans, a été au contact avec des sommités, des grands chefs d'entreprise, des sommités du niveau de la recherche. Immédiatement, un enfant de 29 ans, c'est-à-dire qu'apprend l'expérience de ses aînés qui peuvent lui parler parce qu'en tant que rapporteur, ils auront à faire des échanges. 10 ans après, ce monsieur devient président de la République. Parce qu'en fait, c'est à travers ces échanges, c'est à travers la rencontre de Macron avec les autres qu'il se forge lui-même, n'est-ce pas, une conscience. Vous imaginez que quand Macron parlait de De Gaulle, le général De Gaulle avait dit qu'il a vu De Gaulle quand? Il est très loin de l'avoir vu. Il y a d'autres générations qui justement ont vécu avec De Gaulle et peuvent lui transmettre l'expérience de De Gaulle. Et il a directement, et lui peut en parler à ce moment-là. C'est l'importance de cette génération, de la soudure intergénérationnelle, je veux dire. Qu'on la maintienne. On ne peut la maintenir que lorsque vous avez une société civile qui rassemble tout le monde, n'est-ce pas? Quel que soit son parti politique, quelle que soit sa religion, on peut discuter des sujets, on peut échanger. Et c'est ce qui m'importe aujourd'hui, et c'est ce qui importe à un mouvement comme le mouvement Agir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, sortiront de là des gens aguerris, qui ne sont pas dans l'invective ou l'insulte, mais qui sont dans l'identification des problèmes réels de la société et dans la proposition de solutions concrètes à ces problèmes-là. Malheureusement, ce qui a été ma vie tout le temps, c'est-à-dire que même quand vous me voyez faire de notre président Biya, vous vous rendez compte que je pose un problème, j'analyse et je lui fais des propositions de solutions. Toujours lisez mes notes, vous allez le voir. J'identifie un problème, n'est-ce pas, quel que soit le problème, j'analyse le problème, je lui propose des solutions. J'aimerais que les gens aient plus cette tournure d'esprit. Parce que c'est ça la tournure d'esprit des gens qui veulent avancer, qui veulent construire, qui veulent bâtir. Ce n'est pas l'insulte. Moi, quand je dis que je ne soutiens pas Biya, ce n'est pas un problème de personne. Je suis dans le cockpit de l'avion Cameroun et j'observe que le type de gouvernance qui est là n'apportera pas de réponse, n'est-ce pas, aux problématiques du pays. Lorsque j'écris sur la crise anglophone, vous allez voir que j'écris sur la crise anglophone en disant dès ce moment-là que le régime actuel, c'est-à-dire les institutions actuelles, relisez ces documents. Je dis les institutions actuelles sont incapables d'apporter des solutions aux aspirations et aux besoins des populations. Et je souligne, au-delà du dialogue nécessaire, n'est-ce pas, je souligne la nécessité d'aller vers des institutions de type fédéral. Je le souligne en termes de proposition. Je ne suis pas dans l'invective ni dans l'insulte de qui que ce soit. Ça, c'est important. Et j'aimerais m'asseoir avec des jeunes gens, qu'on discute de ces questions. Vous avez des gens qui sont là, comme Dieudonné Sumba, n'est-ce pas, qui sont là, qui sont prêts à discuter, comme Fridolin Kay, qui sont là, qui sont prêts à discuter. Vous avez d'autres, les Giro, les John Kep, n'est-ce pas, qui sont là, les Oran Choumi, tout ce monde-là. Moi, je veux dire, j'aime les esprits qui réfléchissent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'importe. J'aime les gens qui sont vifs, j'aime les gens qui réfléchissent et qui peuvent défier à la limite les solutions qu'on propose. J'aime les esprits vifs parce que ce sont ces esprits-là qui font, n'est-ce pas, avancer la société. Et c'est pour ça que vous voyez mon attachement aux libertés. Je vous ai toujours dit, seuls des esprits libres peuvent se développer, seuls des esprits libres peuvent avancer les sociétés. Parce que, pourquoi? Parce que vous ne trouvez pas de solution dans l'orthodoxie, n'est-ce pas, d'un système. Il faut être à la marge d'un système pour trouver des solutions.
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut défier les gens. Moi-même, j'ai souvent été comme ça, là où je suis. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote lorsque je suis directeur des études de projet à la SNI. J'avais quelqu'un qui était très bon en recherche opérationnelle, mais on l'avait envoyé chez un directeur parce que le gars avait des attitudes un peu limites. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je me souviens, le directeur général de l'époque, c'est Colin Gagnon, paix à son âme, il dit envoyez-le chez Coca, c'est lui qui sait gérer le marginaux. Peut-être parce qu'il me trouvait aussi un peu marginal. Enfin, grave. Mais bon, donc, vous comprenez que je me dis, il faut que les esprits, n'est-ce pas, vivent. Il faut que les esprits vivent. Il faut que la brillance de vos solutions, de vos têtes, c'est ça qui joue. Vous n'aurez jamais de solution qui va me choquer. C'est-à-dire que si vous dites que en fait, il faut découper la robe là en enlevant une espèce de manche ou un découpage, ça ne va jamais me choquer. Je vais me dire, tant que vous pouvez y réfléchir, ça veut dire que c'est faisable. Tant que ça vous arrive en tête, ça veut dire que c'est faisable. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez, tout à l'heure, au moment où vous avez un peu posé votre propos liminaire, vous avez fait allusion à certaines figures marquantes de la vie politique au Cameroun. Oui. Et dans votre dernier développement, vous avez pris l'exemple d'Emmanuel Macron qui sortirait, si j'interprète un peu ce que vous avez dit, d'un moule qui a été préparé parce qu'il y a eu des générations avant lui pour lui donner un certain nombre d'indications. Absolument, oui. 90, 2021, ça fait 31 ans. Donc en théorie, 3 générations au Cameroun, avec une succession d'hommes politiques, avec une succession de membres éminents de la société civile. Oui. Malheureusement, stagnation, oui, inertie, immobilisme. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que pendant ces 3 générations, il n'y a pas eu de soudure générationnelle? Il y a plutôt une fracture. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une forme d'impasse aujourd'hui? Je voudrais même aller un peu plus loin. Est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles ces particularismes, cette cristallisation, ce repli sur soi-même a cours aujourd'hui? Vous avez raison. Si vous n'êtes pas dans la soudure intergénérationnelle, dans la discussion intergénérationnelle, dans le mélange, dans le brassage des idées, des gens de communautés diverses et ainsi de suite, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous stagnez dans votre petit coin. Vous faites du repli communautaire. Comprenez? Et vous vivez une box. Vous vivez une box, vous tournez une box. Vous ne pouvez pas inventer, vous ne pouvez pas innover, vous êtes véritablement une box. C'est-à-dire, on va dire quoi? On va dire en français, vous êtes empoté. C'est-à-dire, vous êtes dans votre peau et vous tournez dans votre peau. Vous ne voyez pas le ciel. Le ciel est large. Dès que vous êtes dans votre peau, votre horizon est totalement réduit parce qu'il est réduit au pot dans lequel on vous a mis. Vous ne voyez pas autre chose. Et je vais vous donner pour exemple, d'ailleurs, c'est ce que je viens de vous dire pour Hippolyte, en disant, mais tiens, voilà, si on avait eu une discussion avant, voici comment il aurait orienté son texte. Mais je vais vous donner des exemples plus concrets. Parce qu'il n'y a pas cette soudure intergénérationnelle souvent. Souvent, vous êtes témoin ici, quand on est, par exemple, avec des jeunes qui ont 25 ans, quand vous leur racontez qu'il y a eu un chemin de fer, le chemin de fer allait jusqu'en Konsamba ou allait jusqu'à 6, c'est comme si ils sont étonnés. Quand vous leur dites qu'on a fabriqué du fer à béton ici, on a fabriqué des motos. On a exporté du corps de bif. On a exporté du corps de bif, n'est-ce pas? Bon, alors, si les gens ont pu fabriquer des motos en 1970, je suppose que si vous maintenez la recherche, aujourd'hui on serait en train d'exporter, n'est-ce pas, des motos en Chine. Puisque si vous maintenez la courbe d'apprentissage, si vous avez pu faire des motos, moi j'allais à l'école avec une moto, c'est la fameuse bébé, faite par la maison du cycle à Douala-P. Alors si vous maintenez la recherche, et ça c'est il y a 50 ans, d'accord? Mais si vous maintenez la recherche, qu'est-ce que vous produisez? Une moto de très grande capacité. Si on vous dit que Bata a existé en 1950, naturellement, Bata a existé, n'est-ce pas, ici depuis les années 50 et tout cela, dites ça à un jeune homme ou une jeune fille de 25 ans aujourd'hui. Ils savent pas ce que c'est, Bata. Ils savent pas ce que c'est. Mais si vous maintenez la progression au niveau de Bata, si vous l'aviez maintenu, aujourd'hui, Bata serait capable de faire des souliers Weston ou Church, qui parlent en termes de qualité. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, on doit pouvoir raconter cette histoire et les gens se diraient, mais attends, ce pays a pu faire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Je vous ai déjà raconté qu'on avait des chantiers navals, avant le chantier naval et industriel du Cameroun, qui faisaient des bateaux en bois, et ce sont ces bateaux qui faisaient le trajet de Douala pour aller à Manoka, pour aller à Bodiman, à Yabassi, et ainsi de suite. Mais Denao au Nigeria. Denao au Nigeria, jusqu'au Nigeria d'ailleurs, vous savez. Et la forte population qui s'installait à Douala, et le brassage qui se faisait entre ces populations et les populations locales. Mais si vous êtes dans ce contexte-là, mais véritablement, vous avez un échange. Et si les gens se brassent entre eux si les gens se brassent, si les populations se brassent entre elles, sans préjugés, en nous brassant, de nombreux préjugés sautent de l'autre. Parce que la méconnaissance de l'autre, c'est elle aussi qui crée des préjugés. Vous voyez ce que je veux dire? Je le sais concrètement. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a plus ce genre d'assemblée où jeunes, moins jeunes, et ainsi de suite, discutons, leur disons l'expérience d'hier, du point de vue industriel, du point de vue économique, du point de vue de la fabrication. Donc, on ne se connaît même pas. Même du point de vue de voyage, du sud au nord, et ainsi de suite, on est devenu sédentaire. Mais pourquoi sédentaire? Parce que vous avez eu un régime tyrannique, en fait, qui concentrait le pouvoir, ce n'était intéressé qu'au pouvoir politique en tant que tel, donc à la domination de l'autre. Souvent on dit que mais bien un tyran, il ne cherche qu'à dominer l'autre, mais c'est un pléonasme. Par définition, un tyran cherche à dominer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais si c'était quelqu'un qui s'intéressait véritablement, et je le dis librement, je suis prêt à demander à Jacques, parce que ce sont mes amis, ce sont mes frères, j'étais avec eux, et ils savent comment j'étais critique au sein du RDPC, que ce soit Grégoire, c'est-à-dire Grégoire Ouna, que ce soit Jacques, c'est-à-dire Famino. Je dis, on fait le débat. Attendez, regardons ça. Qu'est-ce qu'on a apporté comme solution? Puisque moi-même j'étais critique à ce parti-là. C'est écrit, vous pouvez aller regarder, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a apporté comme solution au problème des gens? Je vais demander à Jacques Famino, mais Jacques, en Golandon, tu as apporté quoi comme solution au problème des gens? C'est son village. Je vais demander à Grégoire, oui, tu as trouvé les chenilles là, les chenilles de Monézap, mais tu as apporté quoi pour le bonheur des gens en termes de solutions? La route s'est améliorée? Non. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans des problèmes concrets. Et là, je ne serai pas dans la partisanerie politique parce que ce qui m'a toujours préoccupé, c'est qu'on apporte des solutions aux problématiques des gens. Les gens souffrent au Cameroun. Les jeunes gens souffrent au Cameroun. Pourquoi? Il leur manque d'opportunités économiques. Ils ne peuvent pas trouver du travail. Ils ne peuvent pas trouver du travail. Ils ont des formations, n'est-ce pas? Ils vivent misérablement. C'est un problème. Et c'est ça le problème que les jeunes gens ont. Et c'est à cela qu'il faut apporter, n'est-ce pas, des réponses. Voilà. Président, je voudrais... il y a une autre préoccupation. Hein, et je crois qu'un jour, il faudrait peut-être que l'abcès soit, d'un point de vue national, crévé. Hein. Chacun dans sa petite communauté, je pèse bien mes mots quand je dis petite, ce n'est pas péjoratif, estime qu'il est frustré. Qui est frustré au Cameroun? Mais enfin, je pose la question. Je me dis, vous, cette frustration qu'on veut ramener au niveau communautaire, c'est pour ça que j'ai commencé à vous demander si on a un peu d'empathie. Parce que la frustration, là, elle est concrète. Hein. Elle est souvent économique, c'est social. La frustration, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des gens qui se disent frustrés, mais quand vous voyez leur vie, ils ont pu avoir des immeubles, ils ont pu construire, envoyer des enfants aller dans de bonnes écoles, certains même sont à l'étranger, et ils viennent et vous disent qu'ils sont frustrés. Ils vous disent même qu'ils ne veulent pas transférer à leurs enfants leur frustration. Vous commencez par demander, mais lesquels? Lesquels? N'est-ce pas une vue de l'esprit? La frustration est le résultat, n'est-ce pas, d'une privation concrète. D'une privation concrète. Certains ont collaboré même avec ce régime pour gagner, pour s'enrichir, et ainsi de suite. Et se disent à un moment donné qu'ils sont frustrés. Mais pendant ce temps, dans le Nord, c'est pour ça que je vous parle de le Grand Nord, je vous parle de l'empathie. Les gens vivent des frustrations réelles. Manque d'eau potable, manque d'électricité, manque de logement, ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. Les maladies tuent les populations encore là-bas comme si on était au 15e siècle. Vous ne voyez pas celle-là? Les maladies tuent le plus grand nombre, n'est-ce pas, là-bas au nord, comme si on était au 15e siècle. À l'est,
ça se passe. Ici, à Yaoundé, dans le centre, vous allez à Monatélé, pas d'eau potable. Même à Yaoundé, ici, pas d'eau potable. Vous voulez que je résolve quel problème? Les frustrations, là, c'est lesquelles? Vous ne voyez pas les frustrations, la frustration est concrète. La frustration se matérialise concrètement. Mais si vous allez, même dans le sud, vous trouvez des gens frustrés. Maintenant, si on prend les partis politiques, au NDPC, vous avez des gens super frustrés. Ils n'ont peut-être pas le courage de se battre. Ils ont des gens super frustrés. Au SDF, au MRC, partout. Moi, je parle des problèmes de société. C'est ça où je vous ai dit tout à l'heure que les politiques, quand vous m'avez demandé le sens du combat politique, le sens du combat politique, c'est d'être préoccupé par les problèmes, les questions liées à la pauvreté, à la misère, à la précarité, aux inégalités, aux injustices, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que nous devons créer des institutions, n'est-ce pas, économiques, qui puissent apporter des opportunités, n'est-ce pas, aux membres de la société, notamment aux jeunes gens. Et je vous ai dit, n'est-ce pas, le succès de ces institutions économiques dépend étroitement de la qualité des institutions politiques. Alors, quand vous me parlez des frustrations, les Sahara vont venir en disant qu'ils sont frustrés. Les Bamileke vont venir en disant qu'ils sont frustrés. Mais là, quand ils sont en train de m'exprimer leur frustration là, je vais leur poser la question. Vous avez un peu vu au nord comment les gens sont frustrés? Vous avez vu un peu à l'est comment les gens sont frustrés? Mais je pense donc que lorsque on a de vraies politiques et qu'on a un peu d'empathie pour les autres, on changera d'attitude. Forcément, on changera d'attitude. Parce qu'on cessera de regarder notre petit nombril pour comprendre que les frustrations sont ailleurs. Parce que les frustrations sont également ailleurs. Les frustrations sont également ailleurs. Mais peut-être même que ces populations d'ailleurs les vivent de manière plus virulente que nous les vivons. Et on changera d'attitude. Parce que l'homme politique ne fait pas la politique à partir de son village. Il fait la politique pour la société. Il fait la politique pour la communauté de manière générale. C'est moi la réponse que je vous donne. Mais je vous ai ajouté le danger de ce particularisme. C'est que petit à petit, il peut vous entraîner vers l'ethnofascisme. C'est-à-dire en se centrant trop sur l'ethnie, vous partez en ethnicisant beaucoup les problèmes, en ethnicisant à outrance les problèmes. Vous glissez vers l'ethnofascisme. Vous glissez vers l'ethnofascisme. Lorsque vous allez glisser vers l'ethnofascisme, c'est véritablement le fascisme. Vous êtes dans le fanatisme. Vous ne réfléchissez plus. Et je vous ai bien dit, le fanatique en politique, c'est comme l'intégriste en religion. Il n'est plus tolérant. Il est prêt à vous faire la guerre pour des vérités que lui, qui sont les siennes, mais qu'il ne peut pas démontrer. Parce que le gars qui est riche, véritablement, qui a des immeubles à gauche, qui a des immeubles à droite, voire des entreprises, qui a pu éduquer ses enfants comme il a voulu, dont les enfants sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, et ainsi de suite. Mais qui vous parle de ses frustrations? Mais vous ne vous posez pas un peu la question, quand il va dire à ses enfants que je suis frustré, les enfants vont lui demander papa en quoi? Il va dire à sa fille que ma fille, je ne veux pas te transmettre les frustrations. La fille va lui demander lesquelles? Parce que la fille ne comprendra même pas, sa fille ne comprendra même pas de quoi il s'agit. Vous comprenez? Donc, sauf à me dire que des entrepreneurs politiques fabriquent un imaginaire de frustration facilement vendable à leur communauté et sur lequel ils veulent surfer, n'est-ce pas, pour que ça devienne un point de commerce politique pour eux. Et c'est ça qui devient dangereux. C'est comme ça que j'interprète ce problème-là. Voilà. Je voudrais qu'on prenne deux questions d'actualité avant de sortir de notre talk d'aujourd'hui. La première question d'actualité, c'est une actualité locale. Il y a quelques jours, Elecam s'est encore illustré en, je ne sais pas si c'était un ballon d'essai, mais en reposant sur le tapis la question du code électoral qu'il fallait revoir. Président, la révision d'un code électoral aujourd'hui, est-ce vraiment une préoccupation? Est-ce une question essentielle? Je crois que j'ai fait un tweet là-dessus. Je vous dis, du point de vue de la hiérarchie des problèmes, il y a d'abord la réforme des institutions. Le problème anglophone, lorsque vous regardez mes textes par rapport au problème anglophone, je ne parle pas de code électoral.
Je parle de la réforme des institutions politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Si vous regardez ma démarche, qui n'est pas une démarche, c'est une démarche de quelqu'un qui analyse un problème. Je parle de la réforme des institutions politiques. Et je sais que lorsque nous allons avoir des institutions politiques, n'est-ce pas, de type fédéral, n'est-ce pas, nous aurons, c'est-à-dire des institutions qui se soucient, qui se rapprochent le plus possible des populations au niveau des régions et tout. Les institutions économiques vont suivre, comprenez? Alors, lorsque vous avez ces institutions politiques comme ça, de type fédéral, si c'est des institutions à 3 étages, c'est-à-dire à 3 étages de représentation des populations, si c'est des institutions à 4 étages de représentation des populations, mais à ce moment-là, vous faites un code électoral adapté à l'architecture institutionnelle que vous venez de faire. Mais si vous faites une réforme d'un code électoral aujourd'hui, vous êtes en train de le faire pour les institutions qui sont en place. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, vous êtes en train de faire, si vous priorisez ou si vous privilégiez la réforme du code électoral aujourd'hui, ça veut dire que vous faites ce code électoral dans le cadre des institutions actuelles, que moi j'ai disqualifié. Parce que ces institutions ne sont pas à même d'apporter des réponses adéquates aux aspirations et aux besoins des populations. Voilà pourquoi ce qui devient prioritaire, c'est la réforme profonde des institutions politiques, avant même les institutions économiques. Parce que le succès des institutions économiques sera lié à la qualité des réformes politiques que vous aurez mises en œuvre. Et à ce moment-là, vous pourrez faire un code électoral qui s'adapte à votre nouvelle architecture institutionnelle. C'est aussi simple, c'est logique du point de vue de l'ordre des choses, l'ordre séquentiel des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites un système électoral aujourd'hui et que nous passons à un régime fédéral, mais vous serez obligé de revoir ce système électoral parce qu'il ne sera pas adapté à un système à les institutions fédérales. Tout à fait. C'est aussi simple. Voilà. La deuxième actualité que je voulais que nous revisitions ensemble. D'ailleurs, ce problème, je vous l'ai dit, où j'ai singularisé le problème de la crise anglophone en disant qu'elle était prioritaire. Pourquoi je disais qu'elle devait être un objet de priorité? Parce qu'elle nous forçait à revoir nos institutions politiques. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est parce qu'elle nous forçait. Déjà, c'est une crise d'un côté du pays. Et que si nous voulons, je disais que sa résolution était prioritaire. Parce que sa résolution posait naturellement le problème des institutions politiques. Et posant le problème des institutions politiques, on était obligé de faire une refonte de l'architecture institutionnelle du pays. Et après ça, suivrait donc l'adaptation d'un code électoral à ces institutions politiques nouvelles. Voilà. L'autre actualité que je voulais que nous regardions avant de nous séparer, Président, c'est au Sénégal. Oui. Le Sénégal a connu une actualité très dense avec l'arrestation d'un éminent membre de l'opposition, M. Sonko, et la descente dans la rue des populations dans plusieurs villes du pays. Il y a eu des appels à l'apaisement et la situation semble rentrer à la normale. Que vous inspire cette actualité, Président? Toujours la même chose. Hein? Vous savez, les dirigeants doivent être préoccupés par l'apport des réponses appropriées aux problèmes des populations. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on doit être très concerné par l'état de droit et la question des droits et libertés fondamentales. Vous ne pouvez pas non plus dire que vous êtes un État, vous êtes une démocratie, et continuer à arrêter les leaders politiques juste parce qu'ils se sont exprimés. Vous comprenez? Tout à fait. Et ensuite, la colère des populations est encore aggravée quand elle vit dans la précarité. La réponse des populations est aggravée parce qu'ils cherchent à ce moment-là un prétexte. Sonko s'étant battu tout le temps. Pas pour lui, si vous regardez sa vie. Sonko s'est toujours battu pour la cause de la justice, pour la cause de l'égalité, pour les opportunités dans son pays, pour valoriser les ressources locales. Voilà le sens du combat de politique de Sonko, donc en phase avec ce que je viens de vous dire. Et il est normal que si vous l'arrêtez, que spontanément, les gens se lèvent pour aller vers lui. Sonko, vous voyez bien que dans sa vie,
N'est-ce pas, à un moment donné, on lui a proposé des postes, ainsi de suite, de l'argent pour qu'on le fasse, il a refusé tout cela. Sa vie est manifestée, n'est-ce pas, attestée, parce qu'il a fait, il a une grande préoccupation pour les populations. Et les populations le savent. C'est donc les causes pour lesquelles Sonko se battent qui amènent les populations à un moment donné à se lever. Ce n'est pas l'individu en tant que tel. L'individu, à un moment donné, symbolise des causes. Et c'est les causes pour lesquelles ils se battent. Les populations se rendent compte que ce monsieur se bat pour nous et se lève, au fond, pour cette cause. Sonko devient simplement une cause. Il symbolise. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Bien, merci beaucoup, Président Christian Penda-Epoka. Nous arrivons au terme de notre entretien de ce jour. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Et, dear viewers, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition où nous aborderons un autre thème d'actualité. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.